la crise est-elle une opportunité, un gouffre révélateur et bénéfique pour la planète, j'ai envie de dire? Alors, est-ce que la crise est finalement un malheur ou une opportunité? On ne le sait pas encore. Quand on est au cœur de la crise, dans les temps des catastrophes, et ça finalement c'est un phénomène historique, on a toujours la volonté de changer. On se dit qu'on ne sera plus jamais comme autrefois, que rien ne sera plus jamais comme avant. Et puis quand on voit que des solutions sont peu à peu trouvées, on perd les questions essentielles et finalement on revient à une sorte de quotidien. Aujourd'hui, notre quotidien économique est organisé par le marché. Il a été malheureusement organisé aussi autour des excès du marché et on a vu les malheurs, en particulier pour des millions d'individus, qu'ont fait les excès de la spéculation. Et donc, je ne sais pas si le système mondial a vraiment la volonté de se réformer. Aujourd'hui, on parle énormément de gouvernance. C'est un petit peu, comment dirais-je, une incantation. Est-ce qu'on a vraiment la volonté de remplir cette gouvernance? Et est-ce qu'on a vraiment la volonté de la remplir tant au niveau du comportement quotidien individuel, à condition qu'on ait la liberté, en particulier la liberté sociale, de le faire? Et est-ce qu'on a vraiment, jusqu'à nos dirigeants, une volonté de faire évoluer et d'évoluer soi-même, parce que vous savez, les comportements des dirigeants sont extrêmement importants, tout simplement parce qu'ils sont regardés, parce que nous sommes dans un monde médiatique et que forcément il y a des figures modèles qui parfois sont justement des contre-modèles. A-t-on besoin d'un psy pour la planète, quelqu'un qui accompagnerait non pas la volonté de changement que tout le monde possède, mais la volonté de non-changement que tout le monde tait, mais qui est bien présente, bien la constater? Ça, c'est une question intéressante. Est-ce qu'on a besoin de sociologues? Oui. Est-ce qu'on a besoin de psychosociologues? Oui, je crois. Est-ce qu'on en a besoin pour la planète? On en a peut-être besoin pour l'humanité. Vous savez, finalement, c'est une vieille question. Platon était très certainement le psychosociologue d'Athènes. Donc, je crois qu'on a surtout besoin de philosophie et de réfléchir au sens de la vie dans un monde totalement interconnecté, dans un monde, finalement, nous avons l'extraordinaire chance d'avoir à notre disposition des connaissances que des générations mettent des années à rechercher, ont mis des années à rechercher, à repérer et à acquérir. Mais nous sommes peut-être envahis ou bien par un surplus de connaissances pour évidemment les pays riches, ou bien au contraire par une sorte de découragement devant toutes ces connaissances qui sont très contradictoires et qui conduisent à une sorte de paralysie devant la complexité du monde. C'est pour ça que je pense qu'il faut revenir à un certain nombre de questions simples et une question extrêmement simple au cœur de la crise, c'est est-ce que nous avons encore aujourd'hui la volonté, peut-être le courage, de dégager un humanisme dans notre civilisation manifestement nouvelle, comme dit Henri Quercéda, dans un monde de ressources finies, comme finalement le 17e et le 18e, au niveau intellectuel, ces 2 siècles ont eu l'extraordinaire talent de construire l'humanisme. L'humanisme a conduit aux Lumières. Je crois que nous avons besoin de nouvelles lumières. Et vous y croyez vraiment? Regard des dirigeants qui, on va parler d'Obama parce qu'il vient juste d'arriver, mais en tout cas en France, en Russie ou en Italie, voilà, ces dirigeants-là, pensez-vous qu'on y arrivera? Alors, moi je suis toujours très réservée sur la critique systématique des hommes politiques, en particulier en matière d'environnement, et en particulier dans nos sociétés où les gens sont élus. Je crois qu'il faut que les peuples s'habituent à supporter les gens qu'ils ont eux-mêmes élus. Et je crois que c'est ça la responsabilité.
Je me méfie toujours des critiques. Ça ne veut évidemment pas dire que le droit d'opposition n'existe pas. Ça fait aussi partie de la démocratie. Mais je me méfie de la critique systématique. Je pense qu'il faut un petit peu élever le problème et dire aujourd'hui qu'il y a l'extraordinaire pouvoir des médias, des sondages, et que le courage aujourd'hui d'un homme politique, c'est de ne pas peut-être toujours suivre un sondage. Pour deux raisons. C'est parce que les résultats d'un sondage sont des résultats immédiats. Et la construction d'une nouvelle civilisation se fait sur la prise en compte du long terme. Donc là, il y a une contradiction profonde. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes dans un monde où les gens ont de plus en plus de peur. Elles sont, il faut le dire, justifiées. Et quand on court après les sondages, eh bien, on suit les peurs, on les épouse finalement et on les traduit en politique. En matière écologique, je pense effectivement que l'exemple de la fiscalité écologique est un très bon exemple. On m'a demandé hier quel était mon plus mauvais souvenir écologique. Eh bien, mon plus mauvais souvenir écologique, c'est que c'est malheureusement la France qui, très exactement le 30 mai 1992, dans un conseil des ministres de l'Environnement, a refusé la taxe carbone. Et depuis, cette fameuse taxe carbone, on court après. Pourquoi ? Parce que nous étions extrêmement accrochés au fait que l'énergie nucléaire ne soit pas du tout taxée. Je pense qu'à ce moment-là, juste à la veille de la conférence de Rio, on avait une toute petite fenêtre et les autres pays avaient accepté que l'énergie nucléaire soit très peu taxée, mais nous avons dit non. Et je crois que ça, c'est une extraordinaire occasion perdue. Mais si on avait demandé à l'époque, si on avait fait un sondage sur le thème « Êtes-vous pour la taxe carbone ?», les gens auraient entendu « Êtes-vous pour un impôt de plus ?» Et par conséquent, ils auraient dit à 80% non. D'accord. Donc un mot pour conclure, quels sont pour vous les principaux leviers de changement en quelques mots ? Les principaux leviers de changement, je crois que c'est essayer de dépasser la schizophrénie de tous les acteurs. Ça, je pense que c'est tout à fait important. Parfois, je plains le directeur de marketing, par exemple, qui est quand même un acteur très important de nos sociétés. Ce directeur de marketing, on lui demande de 9h du matin à 18h de vendre plus et de vendre plus souvent. Imaginez que sa femme soit dans une association de développement durable et de consommation. Eh bien, en fait, le soir, elle fait une conférence où elle demande à l'ensemble des acteurs peut-être de vendre moins et moins souvent. Comment on réconcilie les deux ? Je crois que c'est véritablement une contradiction qu'il faut savoir dépasser. Mais j'aime bien que ce soit une femme qui pose j'aime bien que ce soit l'épouse du directeur du marketing qui pose la question. D'accord, merci beaucoup, Métine.